Chez Lady, pas le plus traditionnel, Oui. on n'a pas besoin d'expliquer, comme pour la précédente, de quoi il s'agit. Tout de même, quels sont les principaux critères d'évaluation pour choisir un lauréat? Oui, c'est quand même une palme très importante pour nous, l'expérience client. Donc les critères sont la simplicité, la fluidité dans le parcours et l'innovation. C'est fondamental, l'innovation pour nous. Est-ce qu'il y a beaucoup d'innovation dans le domaine? Certains se Bien disent sûr. finalement, parfois ça ronronne, bon ok, on utilise des nouveaux outils. Non, mais on va le voir justement avec le gagnant. Alors on va le voir avec le gagnant. Rien. On va le voir avec le gagnant, c'est pas nous qui allons annoncer qui est le gagnant, mais on va évidemment le découvrir tout de suite derrière. Voilà, c'est Free qui l'emporte. Ah, c'est Angélique Gérard, président en relation abonné, qui nous rejoint. On l'accueille. Je vous laisse recevoir votre palme des mains de notre vénéré président. Voilà la belle palme. Alors, en fait, pourquoi on parlait d'innovation? Parce que Free, on l'a tous rêvé, a créé cette année le Face to Free. On voulait, elle va nous en parler tout à l'heure sur la battle, mais on voulait de la vidéo, et bien on l'a avec le Face to Free. Donc bravo à Free, on l'applaudit encore. Alors, pendant que Eric Dupuis, vous vous installez là-bas, on va Face to Free pour ceux qui ne connaissent pas. Vous avez le droit d'être ailleurs que chez Free. Bon, ça ne va pas lui plaire, mais on a le droit quand même. Pour découvrir Face to Free, quelques images. Alors, merci à tous les trois, Angélique, Cédric et Clément, pour cette première battle, alors qui n'a de battle que le nom, parce que l'objectif c'est pas de se taper dessus, sur le cool. On va décliner le cool, on va parler du cool. Peut-être déjà prendre les résultats du sondage qui a été opéré. Donc, pour vous, le cool dans la relation client, c'est un peu de tout finalement. Et ça tombe bien parce que finalement le cool ça se dit d'un style de jazz qui est apparu à la fin des années 80 en réaction au bop. Donc c'est musique au rythme moins complexe, aux sonorités feutrées. Donc est-ce que avec le cool dans la relation client, c'est l'avènement finalement de relations un peu décomplexées? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer. Ce qu'on voit avec ce sondage, c'est que le cool ça veut rien dire et peut-être tout dire en réalité. En vous interrogeant, vous avez chacun eu des définitions assez différentes. Cédric, vous m'avez surtout parlé de cool communautaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire chez Blablacar que le cool communautaire? Bonsoir, déjà je suis content de représenter le cool, c'est sympa. Le communautaire, en fait, chez nous c'est notre ADN, donc par défaut déjà c'est ce qu'on fait. On n'a pas un rapport marchand avec les gens, c'est un rapport très fort. J'ai entendu tout à l'heure le terme lien. Donc chez nous on a vraiment un lien presque sentimental avec nos utilisateurs qui se crée. Ça se crée d'abord dans les voitures parce que les gens passent un moment sympa. Après ils essaient de retrouver ça un petit peu chez eux parce qu'ils ont trouvé ça cool. Ils essaient de retrouver ça avec nous, donc ils viennent sur des blabla time, ils viennent sur des blabla events, des blabla days, des choses comme ça. Et pour certains ça devient tellement fort qu'on a trouvé un nom chez nous, c'est le blabla love. C'est très soft, c'est juste que les gens nous aiment tellement qu'ils nous lâchent plus, ils viennent nous aider. Ils aident les visiteurs aussi sur le site. On a un petit chat communautaire qu'on a mis en place avec la société Rotank. Et donc, c'est des utilisateurs qui nous aiment tellement, qui participent à l'effort commun. Il faut dire aussi qu'on évangélise, on développe un service. Les gens ont envie de promouvoir ça. Donc voilà pourquoi c'est super cool. Et c'est la chose la plus cool qu'on peut avoir, c'est le retour des utilisateurs quand on arrive à faire tout ça. Donc le cool, ça serait le lien. Et Angélique, en fait, vous êtes assez liée, parce que quand on a parlé de cool, on a parlé presque d'amour. Est-ce que le cool, ça peut être l'amour demain chez les frinotes? Oui, le cool est amour. Un amour enrichissant, équilibré et mutuel. Sans oublier le principe de qui aime bien châtie bien. Alors comment ça se traduit chez Free? C'est vrai qu'on est assez proche. D'une part, en 2004, chez Free, on a notre première communauté de frinotes
qui s'est fait connaître. Et puis, on en a eu jusqu'à 18 qui se sont regroupés après, individuellement, en association. Donc c'est quand même assez incroyable d'avoir autour d'une marque tout un tas d'organisations satellites. Alors que font-ils? Eh bien, d'une part, ils apportent une aide aux freenotes sur le web. Donc ils apportent leur expérience. Mais au fil du temps, ils sont devenus des coproducteurs de l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis déjà quelques années, ils écrivent des articles, ils épluchent et décortiquent l'actualité de Free, et ils sont devenus de vrais experts également de la marque et du secteur des télécoms. Ils sont interviewés régulièrement par des journalistes. Et quelle meilleure démonstration d'amour une marque peut avoir? On a un exemple incroyable chez Free dont on ne parle jamais, parce que ce n'est pas notre initiative. On a une de ces associations. Alors déjà, aujourd'hui, on en a 15 des associations, et les deux plus importantes regroupent 170 000 membres et ont entre 3 et 4 millions de visiteurs par mois, ce qui est énorme. Donc ils ont des revenus en fait sur leur site, donc ils ont une régie pub, et ça leur a permis, en tous les cas l'une d'elles, ça lui a permis de créer une boutique. C'est pas vraiment une boutique. On n'a jamais vu de boutique de femmes. Eh bien Free en a une à Nancy depuis quelques années, et bien avant qu'on commence en fait à déployer des Free Centers sur le territoire français. Et donc dans cette boutique, c'est un lieu d'échange, d'entraide pour les freenotes, pour les futurs freenotes. Et c'est absolument incroyable que des sympathisants de la marque se soient finalement organisés et aient pu créer ça. Alors on parle de lien, on parle d'amour, finalement on parle surtout d'hommes. Est-ce que le nouveau cool dans la relation client, ça serait pas la proximité, l'homme au cœur du service? Ah ben ça c'est une belle question. Et nous c'est vrai que comme on est une jeune entreprise, on a démarré sur le sujet en étant totalement à poil. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on se découvre tout seul. Et notre conviction a été double. La première, c'est que c'était pas par l'innovation technologique, puisqu'on n'avait pas de moyens qu'on pouvait être cool. Et c'était pas l'enjeu n'était pas d'être cool en faisant bien son travail, parce que ça, c'était un devoir. Et donc, effectivement, on s'est rendu compte que pour être cool, en fait, ce qu'il fallait, c'était être proche du client. Et pour être proche du client, il faut le connaître. Et cette connaissance, elle opère en fait sur 3 niveaux, à mon sens, en tout cas. Et ça n'est que le mien, c'est ma vision. D'abord, il faut connaître le client, le connaître dans ses usages, etc. Et tout ça, c'est la captation de données. Et on parle souvent de big data, etc. Mais déjà, juste capter des données, avoir les bonnes informations sur son client, c'est très important. Et déjà, avec peu d'informations, on n'a pas besoin de big data pour faire une relation qui soit proche. Ça veut dire multiplier les points de contact. C'est-à-dire que partout où vous avez votre client, il faut essayer d'apprendre de lui et de capter cette donnée. Nous, par exemple, on a une boutique. Alors en boutique, on y va régulièrement et on rencontre les clients. On demande à notre caviste de nous remonter des informations terrain. Sur les réseaux sociaux, on engage le dialogue, etc. C'est peut-être des portes ouvertes, mais rappelez que la multiplication des points de contact et de la prise d'information à chaque point de contact génère de la proximité, c'est important. Deuxième point de connaissance, il faut connaître les gens. Au-delà de connaître leurs usages, leurs paniers moyens, etc., il faut connaître les gens. Et pour connaître les gens, eh bien, il faut avoir de l'intelligence relationnelle. Et ça, c'est l'humain qui peut l'avoir, c'est le conseiller client, à la condition, ce conseiller client, finalement, de lui donner les clés, de le laisser faire, de faire en sorte qu'il ait un vrai dialogue avec son client. Nous, il y a des clients qu'on connaît tous, il y a les top acheteurs, les top appeleurs, ceux qui appellent le plus, etc. À la fin, on les connaît par leur prénom. On les rencontre des fois fortuitement à la boutique. Et donc, le troisième point, et c'est juste la fin, c'est que pour ça, il faut aussi que les managers s'impliquent, il faut qu'ils aillent sur le terrain, il faut qu'ils décrochent le téléphone. Dans une start-up, c'était facile, on a tous fait du service client, et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que malgré la croissance, on continue à en faire. Merci Clément, j'avais oublié le client. Lapsus révélateur. Alors, chacun a une définition différente du cool et finalement assez complémentaire. La deuxième question que je voulais vous poser, c'est dans quelle mesure est-ce que le cool est scalable? Parce qu'on a la chance finalement d'avoir une table ronde avec 3 entreprises de tailles très différentes, 7330. Et finalement, vous êtes tous les 3 assez cool. Donc, est-ce que le cool, c'est une histoire de jeunes managers ou alors de jeunes entreprises? Est-ce que c'est une histoire de taille? Est-ce qu'on peut être vieux, ne pas être cool et redevenir cool, Angélique, puisque c'est un peu le tour de force qu'a réussi Free? Donc c'est moi la vieille, c'est ça? Merci Emmanuel. C'est la plus ancienne entreprise. Et bien voilà. Donc effectivement, au bout de 16-17 ans d'existence, est-ce qu'on est vieux chez Free? Eh bien non, on est jeune. Et on est jeune pourquoi? D'une part parce que Free, c'est un état d'esprit.
Un état d'esprit marqué par l'innovation, la passion et l'engagement. Un engagement qui ne vieillit pas, un engagement qui est transgénérationnel. Et puis, finalement, pour que ça marche, il faut aussi rester fidèle à ce que l'on est. Et qui on est? On est une start-up. On est resté, en fait, une start-up. Donc, une hiérarchie à flat, une équipe en mode commando, un circuit décisionnel extrêmement court, une proximité avec les collaborateurs. Donc, finalement, on est resté agile et jeune. C'est ce qui nous permet, effectivement, de réussir encore aujourd'hui en étant fidèles à ce qui nous a caractérisé, ce qui a fait notre succès. Donc la taille serait une fausse excuse. Oui, la taille est une fausse excuse. La taille est toujours une fausse excuse, toujours, tu le sais. Donc la taille est une fausse excuse. Et tu as parlé de culture d'une certaine manière en disant finalement, d'un point de vue génétique, on a toujours eu cet esprit-là, donc même en grandissant, on a réussi à le garder. C'est la question que je voulais te poser, Cédric. Finalement, est-ce qu'il ne faut pas être beau à l'intérieur pour que ça se voit à l'extérieur et rester cool en grandissant? C'est surtout une histoire de valeurs, d'identité profonde. Enfin, Blablacar est connu pour ça, pour avoir des valeurs qui sont très ancrées, incarnées. Alors oui, les valeurs c'est extrêmement fort. Chez nous, elles sont définies, elles sont un petit peu même placardées partout. Tous covoitureurs, on utilise tous le produit pour renseigner les gens au mieux. On doit être fan, on est tous ambassadeurs dans l'équipe. C'est quelque chose de très très important. Encore une fois, parce qu'on doit évangéliser, convaincre. On a une autre valeur, c'est fun and serious. C'est-à-dire qu'on peut avoir des moments difficiles, des semaines un peu compliquées, mais on essaie toujours de s'éclater tous ensemble et de rester sympa et proche des utilisateurs, de casser la distance qu'il y a trop souvent. Personne qui nous contacte a juste envie d'avoir quelqu'un qui le comprend, qui sait de quoi il parle, expert. Donc voilà les choses super importantes pour être cool. Et après, si on peut rajouter un petit mot sympa, un petit smiley ou passer un coup de fil, on a tout gagné. C'est aussi simple que ça. Donc une culture interne très forte qui se diffuse à l'extérieur. On reparlera tout à l'heure de l'adéquation entre l'interne et l'externe. Donc vous avez deux tailles très différentes et toi tu es un petit peu le petit poussé de la table ronde. Comment est-ce que tu prévois de rester cool en grandissant et en 1 minute 30 pile poil? Et ben, on va même faire en moins. L'idée c'est de s'inspirer du temps qui bouge et du monde qui évolue. Là vous voyez il y a des petits points qui sont reliés par des traits. Et bien nous pour rester scalable ce qu'on fait c'est que toujours dans cette logique d'autonomie du conseiller client, le conseiller client, on va lui attribuer des sortes de pôles de clients. On va fonctionner par segment, on va attribuer à des conseillers clients des segments, et au lieu de fonctionner en pyramide, avec un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3, jusqu'au niveau 4, super expert, on va laisser les conseillers clients autonomes dans leur pôle de clients. Et ça permet du coup de rendre le modèle scalable, parce qu'on va créer plusieurs pôles, plus on a de clients. Et en rendant les gens complètement autonomes, vous allez me dire, tout ça n'est pas scalable parce que c'est des coûts, c'est de l'humain, sauf que la création de valeur qui est apportée avec ça est largement compensée par les coûts que ça génère. Donc je vous encourage tous à penser à ces modèles-là. Donc si je résume, la taille n'est pas une bonne excuse pour se dire le cool c'est pas pour moi, c'est pour tout le monde. Il faut être beau à l'intérieur pour que ça se voit à l'extérieur et qu'il y ait une vraie adéquation entre la culture interne cool et du coup la relation client externe. Et puis finalement la multipolarité qui serait une réponse pour pouvoir grandir en gardant cet ADN. Des unités autogérées. Des unités autogérées. Merci Clément. Et puis la troisième interrogation que je voulais soumettre à mon panel, c'est finalement demain le cool, à quoi est-ce que ça ressemblera en étant un peu provoque, puisqu'on a commencé avec Nao qui est un robot. Je pense que pour ceux qui travaillent dans la relation client, la robotique fait peur, parce que ça peut être symptomatique de moins d'emploi, etc. Est-ce que, ça serait une question pour toi Angélique, le robot ça peut être cool aussi finalement? Je suis convaincue que le robot, c'est cool. D'une part parce que... Alors ça dépend évidemment comment on le fait, hein, c'est toujours le sujet. C'est-à-dire que si on fait du robot en y mettant de l'intelligence relationnelle, effectivement, c'est tout bon. C'est tout l'enjeu et toute la recherche, et c'est un énorme chantier, je pense, chez beaucoup d'acteurs de la relation client aujourd'hui. C'est important, en fait, d'automatiser certains parcours. D'une part parce qu'on a aussi l'arrivée de la génération Z qui arrive, qui est dans l'instantanéité, il faut que ça aille vite, ils ne sont pas forcément les mêmes attentes que nous, et donc ça va leur apporter aussi une certaine forme de solution. C'est important sur des contacts à faible valeur ajoutée, alors certains d'entre vous me diront, bah oui, mais sur des contacts à faible valeur ajoutée, il y a aussi des opportunités, et vous avez raison, donc il faut développer la notion de service client intelligent, il faut savoir être proactif.
Et puis c'est pas parce qu'effectivement on a automatisé certains aspects de sa relation client, certaines typologies de motifs de contact, que pour autant on ne peut pas créer de l'enchantement, créer des événements marquants. Le but, c'est au contraire d'être là au bon moment et de pouvoir investir ce champ de l'intelligence relationnelle en redonnant à ses clients, à ses abonnés. Donc dédramatisons le robot ça peut être cool aussi. Le robot n'est rien sans l'homme. Du coup, Cédric, est-ce que l'humain c'est cool aussi demain? L'humain restera toujours cool. On a des articles en ce moment qui disent que d'ici 10 ou 20 ans, les robots vont prendre tous les premiers boulots comme ça, de potentiellement service client. Je pense qu'il y aura des trucs extrêmement challengeants, motivants, à essayer de faire en sorte que la personne trouve sa première réponse tout de suite, etc. Mais quand il voudra avoir quelqu'un, il voudra avoir un humain, il voudra avoir de l'écoute, de l'empathie et quelqu'un qui le comprend encore une fois. Donc, je pense qu'effectivement, ça sera la valeur ajoutée. On sera plus concentrés, nous humains, sur ces choses-là, ces sentiments-là, ces traitements-là, que la chose un petit peu récurrente qui peut se gérer différemment. Donc oui. Donc peut-être que demain, en fait, le luxe, ça sera l'homme, ça sera l'amour, ça sera le lien, ça sera l'interaction. Et pourquoi pas finalement le trait d'union entre le robot et l'humain, c'est-à-dire l'homme augmenté. Clément, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense que se dire que l'amour c'est du luxe, c'est quand même triste. Dans la relation client, c'est peut-être du luxe. En fait, il y a deux visions du monde qui s'opposent. Il y a une vision et même de la relation client, c'est une vision un petit peu traditionnelle et du capitalisme traditionnel qui veut tendre tous les coûts marginaux vers zéro et puis du coup tout perd de la valeur et donc tout ce qui n'a plus de valeur peut être remplacé par de l'automatique et de la mécanique. Et bien nous on dit non, effectivement, en alliant la connaissance client par des tas d'outils, des super outils au service de super hommes, rendus autonomes, avec une forte intelligence relationnelle, on va faire un truc 10 fois plus cool, qui aura 10 fois plus de valeur. Et donc je crois fondamentalement que l'homme restera le point névralgique, le centre de la relation client, parce qu'il est nécessaire pour la proximité, et puis parce qu'il est créateur de valeur. Je pense que c'est une bonne conclusion pour cette première table ronde. Merci infiniment.